Nous avons eu donc la facette, j'allais dire, du philosophe, grand spécialiste de la philosophie occidentale, mais il y a une facette qu'on n'a pas vue encore. J'espère qu'on prendra 5 minutes pour la voir à la fin. En lisant ton livre, alors, je ne dirais pas que j'ai découvert, excuse-moi de dire ça comme ça, mais j'ai fait le lien, parce que mes profs, quand ils m'ont expliqué la philosophie arabe dans une autre vie, ils ne nous ont pas expliqué ça clairement comme toi tu le fais. Tu dis que des grandes figures de la philosophie arabe, donc pour les gens qui ne connaissent pas forcément la chronologie, on est à la période faste de cette pensée qui va d'abord s'intéresser à la philosophie grecque, qui va traduire donc les textes grecs en arabe, qui vont arriver par l'Andalousie et qui vont être traduits en latin, et qui vont donc être intégrés dans le savoir philosophique occidental au moment où la philosophie occidentale repartait, si je puis dire, avec la Renaissance, les temps modernes, etc. Alors ce que tu dis si bien, et que j'avais pas bien, la connexion ne s'est pas bien faite dans mes connaissances, c'est qu'effectivement, quelqu'un comme Averroès, comme Farabi, etc., il y en a un certain nombre, étaient souvent des philosophes et des médecins. Intéressant. Alors, donc du coup, la question que je réserve pour la fin, et qui est en rapport évidemment avec le livre qui sort depuis quelques jours, là, de mon ami Ali, donc pourquoi lire des philosophes arabes? En fait, on ne va pas se poser cette question, parce que c'est une question à part entière, c'est y a-t-il, mais merci de ne pas répondre tout de suite, on puisse laisser la parole au le fait que ces philosophes soient médecins, la question que je me suis posée, c'est est-ce qu'ils ont quelque chose à nous dire sur ce que nous appelons aujourd'hui, avec notre vocabulaire moderne, la bioéthique? Est-ce qu'ils avaient une réflexion? Et probablement oui, mais je ne veux pas influencer ta réponse. Probablement oui, parce que quand on est médecin et philosophe, je pense que la partie philosophe interroge le médecin, qui interroge à son tour le philosophe, et partant de là, donc on va dire que la bioéthique était incarnée par ces figures duales dans lesquelles il y avait le médecin, et alors le médecin évidemment avec les méthodes et les outils. Il n'y avait pas de scanner, il n'y avait pas d'IRM, c'était la médecine avec les moyens qu'on connaît. Et je cite au passage un ami donc, qui est israélien, avec lequel j'avais d'excellentes relations amicales, mais après il est reparti à la Bibliothèque nationale. Il avait fait sa thèse sur justement la médecine traditionnelle au Maroc, qui est héritière de toute la tradition justement ibérique, de la tradition espagnole, etc. etc. Et à l'époque, donc, il n'était pas marocain, donc je ne pouvais pas le soupçonner d'être un petit partial dans son jugement. Il a fait un travail de 5 ans, c'est un grand chercheur, qui a d'ailleurs publié énormément d'ouvrages, qui me disait que c'est la médecine traditionnelle la plus élaborée des médecines médiévales. Pourquoi? Entre autres, parce qu'il y a cette proximité, justement, de ce savoir médical qui s'est développé en Andalousie, lorsque l'Andalousie était le haut lieu des rencontres philosophiques, religieuses, etc. etc. Et donc, peut-être que ce savoir médical qui découle de cette tradition a été aussi intéressé par des questions philosophiques. Nous garderons cette question pour la fin. Suspect. Et qui fera donc le lien avec l'ouvrage, qui, j'espère qu'on aura quelques exemplaires, si tu as prévu une séance de vie efficace. Comme je n'ai apporté que les ouvrages que je publie au Maroc, parce que là c'est en France, et là je n'ai... Tu ne l'as pas eu? Non. Oh. Donc on va partir avec cette frustration. Moi, non mais c'est plus facile de les trouver en librairie. Oui, mais on n'aura pas la dédicace. Albin Michel. Ah, il n'y a pas la dédicace. Je reviendrai. Et c'est Albin Michel quand même. C'est Albin Michel, oui. Ah d'accord. Albin Michel, voilà. Il est sorti cette semaine. Ah, d'accord. Merci infiniment pour la précision, la pédagogie, la clarté, la rigueur de tes réponses. Et je passe la parole évidemment à la salle. Vous avez 1 heure, donc on est parfaitement en phase avec votre qualité. Oui.
Je vous remercie, c'est un plaisir de vous écouter. C'est clair. Par ailleurs, je voulais vous dire, si j'ai bien compris, la séparation entre philosophie et science, c'est-à-dire que la philosophie est rattachée à la littérature, et vous déplorez donc que nos scientifiques qui vont avoir un rôle important dans la société ne soient pas formés. Alors, personnellement, j'ai passé mon bac scientifique en 71, nous avions 2 heures de philosophie en terminale, matière complètement à part, coefficient 2, pas négligeable. Actuellement, mon fils est en préparation, c'est PGE, classe préparation des grandes écoles, en maths sup. Et cette année, ils ont bien plusieurs heures de philosophie par semaine. Et le programme, c'est la guerre. Donc je trouve que le choix est fabuleusement agréable, si on peut dire. C'est très intéressant en tout cas. Donc je ne crois pas qu'ils soient délaissés. Et je crois qu'en tout cas, actuellement, nos futurs scientifiques sont formés par la philosophie. On leur fait vraiment réfléchir. Et pas seulement un livre, il y en a 3 obligatoires, plus des tas qui sont étudiés toutes les semaines. Voilà. Alors, on va prendre 2 ou 3 questions. Vous pouvez préciser, madame, le coefficient de la philosophie dans... J'ai dit c'était 2. En classe prépa en classe prépa, ce n'est pas des coefficients comme ça, et il faut viser la moyenne dans toutes les matières. Bon, c'est une bonne nouvelle. Merci. À vous. Je vais très légèrement dévier. Vous avez le droit. Je voudrais savoir, lorsqu'un spécialiste du genre cardiologue, cancérologue, pneumologue, lorsque vous leur soumettez un petit problème autre que leur spécialité, ils vous renvoient systématiquement vers votre médecin traitant. Ça les défriserait vraiment de vous donner un éclairage différent? Merci pour cette excellente question que je me pose souvent aussi. Est-ce que je peux y répondre? Monsieur. Est-ce que je peux répondre? Alors attendez, on va prendre d'abord des questions non, si que vous je le suis voulez médecin, bien. c'est tout. Vous êtes médecin? Oui, c'est pour ça que je voulais répondre à la question. Vous ne sentez pas particulièrement... Je ne suis pas visée, je ne suis pas dans la spécialité que la dame a... On est ravis d'avoir la réponse d'un médecin, justement, sur une question qui concerne le corps médical. Monsieur, alors, simplement, merci d'être bref dans vos questions, dans vos réflexions. Excusez-moi. Je vous en prie. Bonjour, je m'appelle Cathy Gallois. Voilà, je vais vous poser une question qui est très importante, justement au sujet des médecins. J'ai eu un problème, je ne vais pas vous raconter ma vie. J'ai eu un cordum sphénoïdal. C'est-à-dire, si quelqu'un connaît, qu'il lève le doigt. Voilà. Un cordum sphénoïdal, c'est une maladie où il y a 2 personnes dans le monde qui l'ont. Et j'ai été tristement la 2e personne. J'ai eu beaucoup de chance, je m'en suis sortie. Pourquoi je parle de ça? Je ne vais pas vous raconter ma vie. Je suis tombée sur un médecin qu'on m'avait dit exceptionnel, qui travaille, etc. Je donne son nom. Oui, docteur Kayat. Le docteur Kayat, voilà. Pourquoi je donne son nom? Parce que je souhaite que personne n'aille le voir. Ce docteur, justement, je lui ai demandé ce qu'il fallait que je fasse. Il m'a dit, je ne sais pas ce que vous avez, je ne sais pas ce que ça s'appelle, mais je vais vous opérer, vous inquiétez pas. Il m'a dit, seul problème, c'est que si je vous appelle, vous perdez la vue, vous perdez l'ouïe, vous perdez machin, vous perdez le goût. Enfin, bon, bref. J'ai eu un petit peu peur, je lui ai dit, mais est-ce que c'est un cancer? Il m'a dit, je ne sais pas, je ne connais pas, mais vous inquiétez pas, je vais vous opérer. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai un ami qui est chinois, qui est justement un grand médecin. J'ai été le voir, je lui ai dit, il venait de perdre sa femme, je lui ai dit, écoute, voilà ce qui se passe, je lui montre le truc, je fais vite. Hein. Et il me dit, oh là là, moi je touche pas à ça, je t'envoie voir un professeur. Il m'envoie au centre Georges Pompidou, je vais voir le professeur, il m'a dit, oh là là, moi je touche pas à ça, allez à Villejuif, je vous envoie voir un autre professeur. J'arrête. Non, décrochez un peu, c'est fort. Ah, excusez-moi, j'ai pas l'habitude. Vous m'entendez là, pas trop fort? Excusez-moi. Quoi qu'il en soit, je suis arrivée à Villejuif et j'ai vu le grand professeur qui m'a dit, écoutez, il faut que je voie un ami qui est grand professeur qui vient de Floride. Là, effectivement, il m'a dit, passez votre Noël et il m'a dit, on verra après. Je suis venue et il m'a dit, c'est inopérable. Il m'a dit, si je vous opère, on va faire des dégâts collatéraux, voilà, etc. Quoi qu'il en soit, j'ai fait radiothérapie. Après, j'ai fait à Orsay la protothérapie. Et je suis en très très bonne santé, je vais bien. Ça a duré 3 mois, mais je vais très bien, je suis en bonne santé. Pourquoi je vous pose vite fait cette question? C'est pour savoir, et vous avez très très bien compris, est-ce qu'on doit vraiment faire tout de suite confiance à un médecin? Et si j'avais fait confiance à celui-ci sans connaître un autre, je ne serais plus là aujourd'hui. C'est ce qu'ils m'ont dit. Voilà. Excusez-moi d'avoir été si long. Alors, peut-être une dernière question. C'est une question Averroès,
il avait un adversaire en religion catholique, c'est saint Thomas d'Aquin. Oui. C'est très intéressant et c'était un logicien redoutable. Oui. Mais la science à cette époque-là, ça allait pas loin. Donc je voulais un petit écho à ça, quoi, à ce que j'ai pensé. Merci, monsieur. Merci. Alors, voilà. Donc, bien, ben alors, je vais essayer de répondre à ces points. Non, quand je dis, madame, la séparation philosophie et science, de quoi veux-je mettre l'accent, si je puis dire Descartes était mathématicien, Pascal était mathématicien. Il y a eu vraiment institutionnellement, en philosophie, je parle institutionnellement, pas dans la démarche philosophique, à la Troisième République, au moment de l'instruction publique et obligatoire, il y a eu, si vous voulez, un clan qui a dominé. C'est comme si dans votre pratique médicale, tout le monde ne devait plus faire que de la cardiologie. Vous voyez, c'est ça le problème. Et donc, du coup, sous l'effet de Victor Cousin, du philosophe Alain, eh bien, les sciences s'éclipsaient un peu, elles n'étaient plus intégrées dans la réflexion. Et on en a beaucoup pâti parce qu'effectivement, si vous faisiez des études de philosophie, vous n'aviez pas... Moi, j'enseigne depuis 31 ans en France, 9 ans de secondaire et 21 ans ou 22 ans de supérieur. Eh bien, dans le cursus de philo, il n'y a pas de science. Dans le cursus de philo, il n'y a pas de science. C'est l'inverse, vous voulez dire ça. Dans le cursus de philo, il n'y a pas de science. Je veux dire que c'est Et dans l'inverse, j'avais compris. J'avais compris qu'il n'y avait pas de philosophie pour nos futurs scientifiques, alors qu'il y en a. Mais alors, je vais venir aux scientifiques. Je vais venir aux scientifiques. Et pour les scientifiques, il n'y a pas du tout, mais pas du tout dans la formation, et nous l'avons suivi de près, en physique, en mathématiques, en médecine, de histoire de la discipline. L'histoire, ce qu'on appelle l'épistémologie, l'histoire de la discipline. Vous avez fait vos études de médecine, est-ce que vous avez, on vous a fait des cours sur Galien, on vous a fait des cours sur Avicenne, le canon d'Avicenne? Non, ben, vous avez la psychologie. Des cours ben de oui, psychologie. non, mais je parle de l'histoire de la discipline. Non. Eh bien, en physique, pareil, il n'y a pas l'histoire, on n'apprend rien sur la manière dont Galilée a fait la loi de la chute des corps, rien sur Newton et la manière dont il a fait la gravitation universelle, qui était une manière d'universaliser la gravité particulière de Kepler. Et donc, vous avez des enseignements coupés complètement de leur base historique et qui donnent lieu, pas chez des gens très éclairés comme vous, mais qui donnent lieu à des absolutisations des résultats, parce que la science l'a dit comme si elle était hors de l'histoire. Et c'est ce grand dommage véritablement, et pour les philosophes qui disent mais les sciences, il faut s'y connaître, et les scientifiques qui disent l'histoire des sciences, ben, puisque l'institution académique ne le reconnaît pas, c'est n'importe quoi. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Oui, bien sûr, c'est un grand dommage. Oui. Il y a eu à un certain moment ce qu'on appelait les postes Lecourt, du nom du philosophe Lecourt, qui était fléché histoire des sciences. Ça a marché un petit peu. Et les pauvres, tous ces maîtres de conférences et professeurs recrutés, surtout les maîtres de conférences, étaient véritablement le canard boiteux dans des disciplines, dans des facs de sciences, et ça n'a pas bien pris. C'est bien dommage. Ah, la seconde question, le renvoi au médecin traitant, on voulait vous faire une réponse. En tout cas, moi, ce que je peux vous dire, c'est que justement, ça va tout à fait dans ce que j'ai voulu insister. On appelle cela le holisme. Quand une personne est malade, elle est malade entièrement. Elle n'est pas malade par morceaux. Et c'est le grand problème de la fragmentation fait que, effectivement, la personne est perdue. Et très souvent, les personnes, quand elles sont hospitalisées, quand elles ne sont pas hospitalisées, c'est difficile d'arriver à leur demande, mais quand elles sont hospitalisées, elles disent « Écoutez, moi je veux vous voir tous ensemble, parce que quand l'un part, l'autre arrive et me dit le contraire. » Et donc, si vous voulez, ça c'est un vrai problème, celui de la fragmentation du corps en raison des spécialités. Et le médecin traitant, on vous renvoie au médecin traitant parce que lui va faire en quelque sorte la synthèse, etc. Mais il est bon, et je suis tout à fait d'accord avec vous, que tout spécialiste qu'on est, on puisse avoir une vision d'ensemble sur le cas qu'on traite. Et sur l'exemple de la confiance et jusqu'où elle peut aller, justement, c'est une très belle illustration de la loi Kouchner du 2 mars 2002. Oui. Personne ne peut vous imposer aucun traitement et
ce à quoi vous faites allusion, c'est à la collégialité des médecins. Et je trouve que la procédure collégiale est plus que jamais importante. Et l'exemple que vous donnez insiste sur le fait que la procédure collégiale, aujourd'hui très en vogue pour la fin de vie, devrait se généraliser comme élément novateur de thérapie dans toutes les autres disciplines, c'est-à-dire qu'on puisse prendre le temps de discuter du cas. Mais je vais vous dire, la T2A est passée par là, la tarification à l'activité, qui fait que aujourd'hui, si des médecins à l'hôpital prennent le temps de discuter un cas, cette discussion n'est pas prise dans leur service. Parce que la tarification à l'activité, c'est qu'on ne rembourse que les actes. Et la discussion et la collégialité n'est pas considérée comme un acte. Et ça, c'est très grave. Et nous, en tant que membres du comité consultatif national d'éthique, nous avons alerté les pouvoirs publics là-dessus. La ministre, pas simplement celle-ci, les précédents aussi, puisque moi je suis au comité depuis 2008, et en insistant justement sur le fait que la tarification à l'activité, c'était une belle rationalisation pour l'hôpital parce qu'il fallait un petit peu savoir, etc. Mais ça avait des effets délétères, des dérives qui consistent précisément à ne pas prendre le temps de la collégialité. Et ce temps de la collégialité, vous l'avez pris en allant voir plusieurs personnes, mais normalement il devrait être offert comme service, mais il n'est pas offert comme service. Juste une parenthèse, il n'est pas offert parce que j'ai eu tristement les moyens de donner aussi l'argent au premier professeur, pas ceux de Villejuif, mais le premier, et c'est ça qui un peu m'a sauvé, si vous voulez. Oui, oui. Non, mais la collégialité, c'est vrai. Si je peux permettre, puisque vous avez parlé de votre cas, je peux parler du mien. Je suis né le 10 novembre 59, et 7 mois avant, ma mère était enceinte, elle est partie voir un médecin qui lui a dit « il faut absolument que je vous opère cette semaine, c'est pas viable, votre grossesse n'est pas viable. » Je suis quand même là. Je vous raconte sous la forme d'une anecdote, c'était un jeudi, et elle devait se faire opérer lundi. Il lui a dit « Madame, vous avez déjà des enfants ?» « Oui, j'ai 2 filles. » « Bon, ben écoutez, votre vie est en danger. Il faut absolument faire un avortement thérapeutique. Ça ne va pas du tout. Le fœtus est en très mauvais état. » Ça aurait été dommage. Ceci dit... Mais bon, on rigole. Je termine l'exemple. Et la pauvre, justement, il y avait... Enfin, la pauvre et pas la pauvre, le samedi d'après, il y avait un grand mariage dans sa famille. Et elle a dit, bon, ben, je sens que je vais mourir, je vais passer complètement, il va m'opérer, je ne vais pas me relever, donc je vais aller dire au revoir à toute ma famille. Et samedi, c'était le mariage, donc elle a été dire au revoir en pleurant à tout le monde. Elle a dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Au moins, prends un autre avis. Et puis elle a pris un autre avis, et le médecin qu'elle a été voir lui a dit, madame, vous n'avez aucun problème, et je peux vous dire déjà, à 7 mois avant la grossesse, que vous allez accoucher un 10 novembre. Rendez compte. Et bon, ben, la collégialité, c'est ça. Est-ce On a des médecins qui ne sont pas toujours à la hauteur. Oui, moi j'ai la Francine est morte depuis, mes bébés ont été suivis C'était à Fès, c'était des médecins français qui étaient, après la colonisation, qui sont restés. Il y en avait un qui était charlatan, un qui était très bon. Alors, je vais fermer. Merci. Non, je réponds à monsieur, Averroès et saint Thomas d'Aquin. La science, vous savez, monsieur, vous dites que la science n'était pas bonne à l'époque par rapport à ce qu'on connaît maintenant. Non, c'est-à-dire qu'on ne peut jamais juger rétrospectivement. C'est comme si vous me disiez le fœtus est une personne ultérieurement vue comme personne, rétrospectivement vue comme future. Ça ne va pas. C'est-à-dire qu'au moment même, c'est ce que disent tous les textes, on juge les connaissances données, Et sur le rapport à saint Thomas au-delà de la connaissance, qui était très intéressant, saint Thomas a écrit un ouvrage contre Averroès, il reprochait le paganisme d'Averroès. Averroès le paganisme, il a tellement commenté Aristote que finalement il a épousé les thèses païennes d'Aristote. Et c'est quoi les thèses païennes d'Aristote qu'Averroès effectivement défend? C'est que votre acte a sa récompense en lui-même et sa peine en lui-même. Et que donc quand on meurt, tout ce qui nous individualise, la sensibilité et l'imagination meurent. Ne reste de nous que l'intellect qui est indifférencié, le trésor commun de pensée. C'est effroyable quand on est religieux de penser qu'on ne va pas être récompensé individuellement pour ça, chacune des peines. Et Averroès avait soutenu cette thèse très forte, thèse aristotélicienne, qui Aristote la donne dans le traité de l'âme, c'est que tout ce qui nous individualise meurt.
avec nous. Tout ce qui nous individuel. Merci. Est-ce que je peux me permettre juste de raconter une petite anecdote que j'ai eu déjà l'occasion de raconter une ou deux fois, mais c'est pas grave. C'est pas que je radote, c'est qu'elle est utilisable dans plusieurs contextes. Mais nous, on la connaît pas. philosophiques. On la connaît pas. Donc ceux qui la connaissent, voilà. Jusqu'à il y a 2 ans, j'avais le privilège d'animer des séminaires à l'université Pierre et Marie Curie, et mon public, c'était des étudiants, c'était des doctorants de sciences dures, des physiciens, des mathématiciens, etc., etc. Alors déjà, petite précision, je n'avais rien à leur apprendre sur la science parce que je ne suis pas scientifique. Donc je leur faisais des séminaires qui sont en rapport avec mon domaine de compétences. Et puis ceux qui m'intéressaient toujours en première ligne, c'est ceux qui faisaient des thèses en neurosciences, parce que je suis très intéressé par le cerveau, etc. Alors un jour, donc j'arrive, ils se présentent, chacun me donne son sujet de thèse, et puis une jeune femme, enfin une jeune fille, une jeune étudiante qui avait 24-25 ans, se présente comme étant chercheuse sur un point précis du cerveau. Donc je note, moi je notais, et puis notre pédagogie, c'est d'utiliser la richesse du groupe aussi. Donc, malheureusement ou heureusement pour moi, à un moment, j'avais une séquence d'1 heure dans laquelle j'expliquais ce que, dans ma discipline à moi, on faisait des découvertes des neurosciences. Ali on a eu le privilège de l'écouter sur cet aspect il y a 2-3 mois, et donc il sait de quoi je parle. Donc, je fais mon cours, et puis, au milieu de l'après-midi, arrivait la séquence sur le cerveau. Je dis, ça serait un manque d'humilité, et puis un risque peut-être de parler du cerveau. Moi qui n'ai pas fait de thèse sur le cerveau, j'ai fait une thèse sur autre chose, donc je n'ai rien à dire sur le cerveau. Mademoiselle, je vous cède la parole, et la séquence, donc vous avez le polycope, regardez-le, on va ranger le polycope, et avec votre connaissance du cerveau, je vous laisse expliquer un petit peu à vos collègues ce que vous savez du cerveau, et Dieu sait que vous en savez des choses, et puis comment, donc, ce que vous pensez des liens que je fais entre la discipline et le cerveau. Silence. Je dis, comme vous voulez, il m'a dit, je veux pas. Excusez-moi, ça nous intéresse. Elle me dit, moi, je ne sais rien du cerveau, monsieur. Je dis, mais attendez, ce matin, j'ai noté les sujets de recherche de chacun d'entre vous, j'ai noté le titre. Elle m'a dit, moi, je travaille sur un petit bout du cerveau. Voilà. Donc j'ai repris mes documents, j'ai parlé du cerveau, j'ai dit des choses, elle m'écoutait avec beaucoup de... Et elle est venue me voir à la pause, et elle m'a dit, mais monsieur, vous m'avez mis en difficulté. Je lui ai dit, c'était pas le but. Maintenant qu'on est en face à face, je vais vous dire quelque chose, parce que je ne pouvais pas me permettre de vous dire ça devant les autres. Cette posture scientifique m'inquiète de plus en plus. Je me dis, qu'est-ce qui vous inquiète? Que l'on ait des personnes qui travaillent sur le cerveau, qui ne savent pas ce qui se passe dans le reste du corps, malheureusement, on commence à s'habituer à cela. Mais que quelqu'un travaille sur un bout du cerveau, il ne sait pas ce qui se passe dans la chambre d'à côté, c'est quand même quelque chose. Je dis, je n'aimerais pas avoir, mais on ne décide pas, avoir des problèmes de cerveau, et tomber entre les mains de quelqu'un qui va me dire, je traite ce petit bout, si je détruis une pièce d'à côté, c'est pas grave, ça fait partie de ce qu'on appelle les risques collatéraux ou les dégâts collatéraux. Donc on en est là. Alors du coup, je vais citer un très grand médecin, enfin un très grand professeur de médecine qui est maintenant à la retraite, qui est un ami de Gilbert, qu'on a eu l'occasion de recevoir ici, qui s'appelle Jean-Marc Caspi. Peut-être que certains le connaissent. Jean-Marc Caspi, un des plus grands noms de la médecine en France, chinoise. Donc il a enseigné l'acupuncture en faculté de médecine, Jean-Marc Caspi. Et alors, donc j'ai eu le plaisir de le rencontrer 1 ou 2 fois en présence de cet ami commun. Et sa révolte, et il a gardé ça jusqu'à aujourd'hui, il a 80 ans, il continue toujours à dire « Je ne comprends pas la dérive de la médecine occidentale, et c'est exactement ce que disait Ali tout à l'heure, qui veut compartimenter le corps alors que la médecine chinoise nous apprend à travailler sur le corps en tant qu'ensemble, en tant que système, avec des interactions, des connexions, des liens, etc. Et ça, effectivement, alors, le processus de surspécialisation nous permet de gagner en profondeur, mais peut-être
on élargit de moins en moins, et quand on n'élargit pas, ben, on peut passer à côté de la négociation. Disons que, oui, c'est vrai, et en même temps, il ne faut quand même pas nier une chose, c'est qu'on a beaucoup avancé par la compartimentation. Je crois que il faut reconnaître cela. C'est qu'en même temps, moi je travaille avec 3 neurologues au comité d'éthique très célèbres, et qui sont chacun sur un aspect particulier. Mais ils dialoguent. Et c'est important qu'ils soient chacun sur un aspect particulier parce qu'on ne peut pas tout faire. Il y a un spécialiste de Parkinson, il y a un spécialiste des AVC, et il y a un spécialiste des comas végétatifs et des moments justement de reconnaissance ou non d'encore une activité cérébrale bien. Et les trois dialoguent, et en même temps c'est important que chacun ait été au plus loin dans un domaine. Donc ça c'est important. Mais il faut garder une vue d'ensemble autant que possible, c'est vrai. Et d'ailleurs c'est ce qu'ils disent tous les 3, et ils travaillent en collégialité en disant ça c'est probablement plus ton domaine que le lien, etc. Parce que Marie-Germaine Bousser est très connue, c'est une grande neurologue, dite la reine de la neurologie, par son service, la Rivoisière. Elle est complètement sur les questions d'AVC, mais bien sûr, elle a une vision d'ensemble, mais elle préfère, et ça se comprend, que pour des questions de Parkinson ou d'autres, elle puisse les envoyer à son collègue Yves Agide de la Salpêtrière. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres interventions? On donnera peut-être la parole à madame s'il n'y a pas d'autres. Oui, que d'autres gens puissent parler. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent intervenir? Témoignages, questions, réflexions? Je voulais juste répondre à la dame. Ben oui, absolument. Alors, c'était quoi la question à laquelle vous vouliez répondre? En fait, cette question rejoint ce que vous venez de dire. Parce que je suis la première dans ma spécialité à considérer la personne comme une unité. Et c'est pour ça que je donne comme exemple que ce n'est pas comme chez le cordonnier, on pose sa paire de chaussures, on revient la chercher quand elle est réparée. Donc c'est pour ça que bien que je traite qu'une partie de la pathologie médicale, je pose beaucoup de questions pour comprendre globalement comment fonctionne le patient, ses thérapeutiques, ses antécédents, etc. Ce qui choque certains. Donc vous voyez là, on est dans une demande plus cordonnier. Donc moi je rappelle toujours ça. Mais si le parcours de soins a été fait, c'est justement pour qu'il y ait au moins un professionnel de santé qui réunissent tous les documents concernant le patient ou la patiente, parce que comme son nom et son adresse sont donnés systématiquement, tous les services hospitaliers ou autres vont envoyer des comptes rendus. En théorie, c'est ça l'idée. Bon, maintenant après, c'est fait, c'est pas fait, mais c'est ça l'idée. Donc, comme monsieur l'a fait remarquer, la science a fait de tels progrès que personne ne peut être compétent dans tous les domaines. Le généraliste, il a une qualité primordiale, c'est de jauger quelle va être, en fonction de ses propres limites, le médecin qui va rendre le plus service à son patient. Si lui, en tant que généraliste, peut résoudre le problème, il le fait. Si ça ne marche pas, ou si c'est déjà au départ que ce n'est pas dans son domaine, que c'est telle spécialité, il va savoir laquelle. C'est pour ça que les patients qui viennent directement sans être adressés par leur médecin, c'est un peu embêtant parce que quelquefois, tout simplement, ils se trompent de spécialité. Donc, le généraliste va vous envoyer dans telle spécialité, et il va vous envoyer soit sans donner de nom, vous allez un peu au hasard, ou en vous donnant un nom, mais on tombe sur le cas de figure évoqué par monsieur, c'est que, même si c'est un neurologue, donc pour prendre le même exemple, le neurologue ne peut pas tout connaître de la neurologie si vous avez un cas très compliqué, comme celui de la dame par exemple. Si c'est quelque chose de classique, qu'on voit souvent, je ne dis pas banal, c'est jamais banal, à ce moment-là, ça sera traité par ce neurologue. Mais si vous tombez dans quelque chose de très pointu, de très rare, il n'en aura pas vu souvent, il va donc vous adresser à quelqu'un qui voit les cas rares. On est bien placé en région parisienne, heureusement on a de la chance, et on finit toujours par tomber sur le bon médecin. Voilà. Merci. Votre réaction me fait penser à 3 éléments importants. D'abord, vous l'avez rappelé, je crois que c'est un principe qu'il faut avoir toujours
en esprit, c'est que le médecin évalue toujours dans un rapport bénéfice-risque. Je crois que c'est très très important. Et qu'en même temps, il n'y a pas de risque zéro. C'est toujours un risque contre un autre risque. C'est pour ça qu'il ne faut pas héroïser les médecins en disant qu'ils doivent être complètement hors de toute... ils font aussi une évaluation et ils disent, eh bien, je prends plutôt ce risque compte tenu de cet autre risque qui est plus grave. Ça, je crois que c'est très très important. Le second point, c'est que vous avez toujours dans votre pratique, en tant que médecin, le principe essentiel, primum non nocere, d'abord ne pas nuire. Et donc parfois, madame, quand on vous a dit « je ne vous opère pas », on applique ce principe d'abord ne pas nuire, qui est le principe premier en leitmotiv qui revient dans la formation des médecins. Et la troisième question, quand vous dites effectivement les gens qui peuvent être dans un service mal orienté, c'est ce qui a fait que le législateur a demandé la généralisation du DMP, du dossier médical personnalisé, pour qu'on puisse précisément avoir en quelque sorte le parcours de soins de la personne, c'est important. Il pose d'autres problèmes, le DMP, parce que vous pouvez ne pas souhaiter que certains éléments y soient, comme par exemple qu'une personne ait été suivie pour dépression et qu'elle ait pris des psychotropes ou des neuroleptiques, qu'une personne ait fait une IVG, elle ne veut pas spécialement que tout le monde sache, et encore moins le médecin qui va la traiter à 35 ans si elle l'a faite à 20 ans, etc. Et donc le DMP posait ces problèmes-là, et nous, ce que nous avions préconisé, c'est que les personnes puissent se retirer du DMP. Comment ? Il ne faut pas, c'est dangereux. Parce que non, mais sur les deux exemples que j'ai cités. Oui, sur les deux exemples que vous avez cités, l'IVG, le patient se rend pas compte de l'IVG et la dépression. Oui, les deux sont importants. Parce que l'IVG peut laisser des séquelles, et la femme de 35 ans qui veut avoir un enfant, qui voit son gynéco, il faut qu'il sache. Elle peut le dire, mais pas que ce soit inscrit. Mais si jamais elle ne le dit pas. Et quant au dépressif, eh bien c'est quand même un contexte, c'est quand même, on n'est pas dépressif par hasard. Et hormis les dépressions réactionnelles justifiées par des choses abominables qui ont été bien traitées et dont le patient s'est remis, il y a une résilience, oui. Là il n'y a pas de problème. Mais s'il y a un terrain, il vaut mieux que le médecin qui ne le connaît pas le sache qu'il y a ce terrain. Oui, là aussi vous voyez, c'est deux choses qui entrent en tension. Le droit à la privacy, comme disent les Anglais, à la vie privée, à l'intimité de la vie privée, et le droit aux soins. Je vais vous donner un exemple vraiment, alors cette fois-ci vraiment limite dans nos discussions, puisque j'ai travaillé sur le don d'organes, et on avait une audition d'une femme qui fait un travail extraordinaire à Cochin, Joséphine Cossard, coordinatrice de greffe, et qui avait dit qu'à un moment donné, il y avait eu le problème de... la famille était d'accord, prélèvement, etc. Mais quand on a été voir le patient mort, on s'est rendu compte qu'il était séropositif. Faut-il dire à sa femme qu'il est séropositif? Il y a le principe du secret médical. Vous voyez comment deux choses peuvent être en tension. Et en même temps, comment je mets en tension le secret médical et non-assistance à personne en danger pour lui dire... Ben non, c'est pour dire... C'est parce que, très bien, M. Benmir, tout à l'heure l'a très bien dit, il dit, mais les questions au tranché. Eh bien, il faut effectivement soulever les problèmes de tension, les tensions réelles. Alors finalement, ce qui a été fait dans ce cas-là, et c'est pas mal, c'est que finalement... plutôt que de balancer à la veuve tout de suite les choses, on a indiqué à son médecin traitant la situation pour que lui fasse faire un test, qu'il insiste pour qu'elle fasse un test, et qu'après, vous voyez, pour trouver des voies détournées, parce que parfois, eh bien... vous ne pouvez pas accabler la personne en lui balançant les choses, si je puis dire. Et il y a cette tension qui arrive dans plusieurs domaines. Voyez un autre exemple, la maladie d'Huntington, c'est une maladie terrible. Les gens qui, au moment où ont un projet de désir d'enfant, ont un projet parental, 30, 35 ans, 40 ans, voient leurs parents déclarer la maladie à 60, 65, 70, ils disent peut-être que je suis porteur, je ne veux pas la transmettre. Eh bien,
c'est magnifique ce qui est fait avec le diagnostic préimplantatoire, le DPI. C'est-à-dire qu'on peut aujourd'hui, tout en voyant sa famille déclarer la maladie et avoir un projet d'enfant, avoir recours à un diagnostic préimplantatoire, avoir donc les fécondations in vitro, et que les médecins sélectionnent l'embryon non atteint par la maladie, n'implantent que les embryons ou l'embryon qui est sain de maladie, sans que la personne sache pour elle-même. Elle dit, j'ai 35-40 ans, je ne veux pas savoir si j'ai la maladie parce que ça va complètement réorienter ma vie, je vais la déclarer comme mes parents. Donc, je peux ne pas savoir pour moi-même, tout en ne transmettant pas la maladie. C'est-à-dire, je sauve ma descendance. Voilà. Il y a des choses qui sont... C'est pour dire que les réponses parfois sont... Oui, mais là, on va vers l'eugénisme. Et là, ça Alors, devient très... Ah oui, d'accord. Il y a bien sûr l'autre question, bien évidemment. aussi. Oui, mais quand la personne a recours au diagnostic préimplantatoire, vous le savez, et le législateur le permet, c'est parce qu'elle veut vraiment pas transmettre la maladie qu'ont ses parents. Oui, mais Et le c'est pas législateur... le test, c'est pas le test pour elle-même, c'est pas Non, mais attendez. Non, c'est pas pour elle-même. Tout le monde... Non, c'est des questions importantes. C'est pas des questions pour elle-même. Tout un chacun ici ne peut pas faire un DPN ou DPI, diagnostic prénatal ou préimplantatoire. C'est très encadré. C'est vraiment les familles qui ont des antécédents. Donc, le législateur encadre. Dit pas, c'est pas vous avez été effrayé par vos voisins dont les parents sont et vous dites je vais. Non, vous n'y avez pas le droit. Donc c'est très encadré. Dans cet encadrement, le fait qu'il y ait encore de la perplexité, madame, je suis d'accord avec vous, mais le législateur encadre beaucoup. Vous avez vu en Chine, garçon, fille. Ah, bien sûr, mais attendez, c'est pas le législateur. 100 millions de femmes manquantes en Inde et en Chine, c'est pas le législateur, c'est anti-législation et des gens qui le font en illégalité. Moi, je parle du cadre de loi. Je parle du cadre de loi. Eh ben oui, non, mais vous savez, le droit, pardon, j'ai contracté la loi et le droit. Ce n'est pas parce qu'un droit n'est pas respecté qu'il cesse d'être droit. Au contraire, il augmente les exigences pour le défendre. Alors, nous avons assisté, et c'est un beau cadeau qu'on vient d'avoir, au genre de débats qui ont lieu, et j'ai jamais été, et je présume que c'est un peu... C'est tout à fait ça, le voilà, comité. merci. On n'a pas télécommandé cette séquence, c'est remarquable. Et là, je vais... Pardonnez-moi, parce qu'il y a continuez, si vous n'avez pas le temps, m'interpelle. Donc, je vais partager avec vous un paragraphe. Alors, évidemment... Il y aura ta question quand même de tout à l'heure. Oui, là, je la garde. Elle va arriver dans 5 minutes. Tout est chronométré. D'accord. Ajoutons pour finir, c'est Comte Sponville, que nous connaissons probablement tous, qui parle. Ajoutons pour finir que les désaccords moraux dans nos pays relèvent presque toujours de désaccords métaphysiques concernant par exemple le statut de l'embryon. La libre disposition ou non par chacun de sa vie, de sa mort, la distinction ou non de l'âme et du corps, etc. Or, la République, parce qu'elle est laïque, n'a pas de métaphysique, ni donc d'avis sur ces questions. Je répète parce que c'est très important. Or, la République, parce qu'elle est laïque, n'a pas de métaphysique, ni donc d'avis sur ces questions, et doit donc les trancher, là encore, sans les résoudre. Voilà. Leçon pour les démocrates, d'humilité, de lucidité, de responsabilité. L'État n'est pas là pour dire le bien et le mal, ni le vrai et le faux, mais seulement pour fixer à tout un chacun, à tous, un certain nombre de limites communes qu'on ne transgresse, fût-ce pour de bonnes raisons, qu'à ses risques et périls. Le reste appartient aux individus. La bioéthique, toujours collective, ne saurait tenir lieu de conscience toujours individuelle. Voilà. Tout à fait. Alors, pour aller dans le sens de ce passage de Comte Sponville, je cite l'article 16 du Code civil, qui est absolument extraordinaire, parce qu'il nous protège, il limite, et en même temps, il est totalement ouvert. Ce que dit l'article 16 du Code civil, la loi protège la primauté de la personne et la garantit contre toute atteinte à sa dignité depuis le commencement de sa vie. Tout y est.
Elle protège la primauté de la personne, c'est-à-dire que les personnes ne dérivent de rien. Aucune justification de raison d'État qui va nous relativiser. La loi protège la primauté de la personne. Chaque personne est première. Ça, je crois que c'est essentiel de le dire et de le redire. Elle la garantit contre toute atteinte à sa dignité. On sait tous, et on est tous d'accord par conscience sur ce qu'on désapprouve. Harcèlement sexuel, viol, traite des gens, esclavage, etc. Donc, tout ce qui porte atteinte à la dignité. Mais on ne va pas dire ce qu'est la dignité.